Bonsoir tout le monde. Bon, c'est Inventer sa vie ce soir au programme. Donc ça va commencer par le début. Voilà, ça c'est ma première formation. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Et donc j'étais orienté vers une formation professionnelle. Ça m'allait très bien, je voulais faire menuisier. Il n'y avait pas de place en section menuiserie au collège technique de Mazamet. Et donc j'ai atterri en formation de tourneur-fraiseur. Donc pendant 3 ans, j'ai fait de la lime, du tour, de la fraise, etc. Et là, je me suis réintéressé au parcours scolaire. En fait, parce que là, on travaille avec ses 10 doigts, on fait de la technologie de construction, de la technologie des matériaux, du dessin industriel. On passait 16 heures d'atelier, on avait 40 heures par semaine, donc 16 heures d'atelier, puis autre chose, des formations techniques. Et je me suis intéressé à la scolarité. Les maths sont devenus un jeu, j'ai aimé ça, et puis donc un prof qui a dit, mais ce gars-là, il pourrait peut-être passer le bac. Et donc j'ai bénéficié de la création du bac technique, et je suis rentré donc en seconde. J'ai passé le bac technique. Avec le bac, qu'est-ce que je vais faire avec le bac? Moi, je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors, je m'étais imaginé une vie dehors, menuisier, vivre dehors, etc. Donc on avait une réunion avec des formateur professionnel, donc je dis, moi j'aimerais... Je dis ingénieur des eaux et forêts. Il me dit, mais ingénieur des eaux et forêts, mais vous irez jamais dehors, vous serez dans un bureau à gérer des stocks de bois. Il me dit, si vous voulez faire, voilà, il vous faire garde forestier. Vous irez, voilà. Bref, j'ai fait médecine. Et donc ça a été ma deuxième formation. Inutile de vous dire que j'ai eu un coup de foudre. En deuxième année de médecine, j'avais demandé à un chef de clinique si je pouvais assister aux opérations. Il m'a dit, venez. Tous les matins, j'étais là, juin, juillet. J'aimais cette ambiance du bloc. C'est intense, la chirurgie, c'était intense. J'aimais ça. Et un matin arrive une urgence de la main. L'interne était parti dans le service et le chef de clinique a dit à la chef de bloc, Madame Massat, habillez Étienne. Habillez Étienne. Ça, c'est un grand moment de ma vie. Deuxième grand moment de ma vie. En chirurgie, on vous habille, vous lavez les mains. Et là, si vous voulez, en aidant le chirurgien, je mets mes 2 mains de nouveau dans la médecine. Et ça ne m'a pas lâché. J'ai adoré la chirurgie. J'ai passé le concours d'internat, j'étais interne en chirurgie, j'ai choisi l'orthopédie. L'orthopédie, c'est la mécanique, puis on met des plaques, des vis, des broches. Vous voyez, on fait des gorges. Moi, j'avais un CAP, j'avais de l'avance. Et donc, j'ai adoré ça. Mais il y a quelque chose qui a surgi et qui était très ancien, c'était l'envie de faire des expéditions. Je suis né dans le Tarn, il n'y avait pas de montagne, j'avais 2 idoles, 2 alpinistes, Lionel Terré et Walter Bonatti. C'était une époque où Walter Bonatti, qui fait la face nord du Cervin en solitaire en hiver, fait la couverture de Paris Match. C'était des héros. Et je me projetais, je lisais Frison Roche, Premier de Cordée, La Grande Crevasse. Je connaissais l'emplacement des glaciers, des refuges, sans jamais avoir été à Chamonix. Simplement, sur des cartes, je regardais ça. Et cette envie de faire d'expédition est venue. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais ça va être... Je peux le faire, donc je vais proposer mes services de médecin. Et ça a commencé avec le père Jaouen. Le père Jaouen, c'était un jésuite qui prenait des enfants en difficulté, des toxicomanes, des sorties de prison. Alors on traversait l'Atlantique. Et je me souviens, je suis arrivé avec ma pharmacie. Donc j'étais interne en chirurgie, j'avais tout prévu. Et Jaouen me dit, c'était un grand balèze de Ouessant. Jaouen, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il me dit, c'est la pharmacie. Il me dit, pas besoin de tout ça, il me dit. Et dans tout ça, il me dit, est-ce que tu as pris la pilule? Merde, la pilule. Je dis, oui, il me dit, tu vas voir, il y a des garçons, il y a des filles. Dès qu'on va passer les Canaries, tu vas voir, ça va faire chaud. Il va faire chaud, ils vont se déshabiller, ça va baiser, je veux pas d'emmerde. Et donc, j'étais parti à la pharmacie du Havre, parce qu'on partait du Havre avec une grosse commande de pilules. Voilà. Ça, c'était ma première fois que j'étais médecin d'expédition. Et après, bien sûr, j'ai fait la course autour du monde à Barly, j'ai navigué avec Cola, j'étais médecin à la face nord de l'Everest. Donc, pendant 12 ans, j'ai fait des grandes expéditions. J'avais la chance d'être médecin, chirurgien, donc j'étais pris. Alors, bien sûr, sur Penduic, on prend 16 heures de car, 16 heures de bar. Vous voulez, on n'attend pas le client, quoi. On participe. Ainsi qu'à montagne, j'avais quelques connaissances, je pouvais grimper, aider. Et donc, pendant 12 ans, j'ai fait ça jusqu'à ce qu'un jour, j'avais 38 ans et le résurgit me dit, mais ça, maintenant, il faudrait quand même que je fasse mon expédition. La mienne, maintenant. J'avais 38 ans.
Et le pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire. Ce n'est pas technique, le pôle Nord. Tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire des stages. Hein. On vous l'accroche là. Vous avez compris dans la seconde ce que ça va. Il n'y a pas besoin de faire des stages, ni de la formation. Le pôle Nord était une synthèse. Le pôle Nord est au milieu de l'océan, un océan gelé. C'est une synthèse entre une ambiance de montagne froide, si vous voulez, et une navigation. Donc voilà, ça a été ma première expédition au pôle Nord en 86. Cette image, elle reflète l'état de la banquise. La banquise, ce n'est pas une patinoire. Donc je parle du pôle Nord, la banquise dérive. Elle dérive depuis le détroit de Bering, elle passe au pôle Nord et elle vient s'écraser au nord du Canada, au nord du Groenland. Et donc j'étais parti du nord du Canada. Et donc vous devez affronter sans arrêt des crêtes de compression. C'est un parcours qui est très exigeant, à la fois physiquement, mais surtout là. C'était 70% dans la tête et 30% dans les jambes. J'ai connu moins 56 sous la tente. C'est très froid. Et je ne peux pas dire davantage, quoi. Et le problème, ce n'est pas de tirer le traîneau, même s'il fait moins 45 dehors au début, au mois de mars, quand vous partez. Quand vous tirez un traîneau, vous n'avez pas froid. Nos muscles ont un rendement énergétique aussi mauvais que le moteur à explosion de nos voitures. Seulement 25% de l'énergie mise en jeu est transformée en énergie mécanique, exactement comme le moteur à explosion de nos voitures, dont le déchet de réaction est la chaleur. Et nous, c'est pareil. On court, on a chaud. 75% de l'énergie engagée dans la construction musculaire apparaît sous forme de chaleur. Et notre radiateur, c'est la peau. Et le liquide de refroidissement, c'est la sueur. Donc, si vous voulez être performant, évacuez la chaleur. Ça, c'est la base. Donc, quand vous tirez un traîneau et qu'il fait moins 45, on n'a pas froid. Ça commence quand on s'arrête sous la tente. Il n'y a pas de chauffage, bien sûr. Et il y a une chose devant laquelle nous sommes tous égaux, c'est la température du corps. 37. Faites l'expérience en arrivant à la maison ou demain quand vous voulez, vous mettez dans un bol de l'eau à 37, et vous mettez, à 37, hein, le thermomètre médical, et vous mettez la main dedans. Vous allez voir, on est des corps très très chauds, et on ne peut pas échapper à la gestion de ce capital thermique. Donc s'il fait moins 40 de dehors et plus 37, vous voyez le delta T important, donc il n'y a pas grand-chose à faire que de se couvrir et manger du gras, parce que le gras amène 9 calories au gramme. Et les hommes, c'est facile, plus facile, parce que vous avez remarqué, on pisse beaucoup quand il fait froid, parce que le corps ferme la circulation périphérique pour conserver la circulation dans les zones vitales. Là, le cerveau, le thorax et l'abdomen. Et donc, il y a un excès de sang au niveau de la filtration rénale et on pisse beaucoup. Et donc, je pissais dans une bouteille étanche avec un goulot qui était adapté. Et, je plaisante. Et l'intérêt, je fais une farce, et l'intérêt, c'est que l'urine est à 37 degrés quand vous l'éliminez. Et donc, ça fait une bouillotte. Et donc, la gestion de l'énergie était poussée jusqu'au bout, vous voyez, récupérer la chaleur, etc. Enfin, je suis arrivé au bout, j'ai bénéficié de choses modernes. À ce moment-là, c'est en 86. Il n'y avait pas, on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y avait pas d'iridium, pas de GPS, donc c'est une navigation, c'est intense, vous voyez, il n'y avait pas de communication. Et j'avais ce petit truc là, qui était une balise Argos. Il y a un pointeur. Vous avez la petite boîte jaune là, c'est une balise Argos qui a été faite spécialement par le CNES, qui contenait Argos et Sarsat, c'est-à-dire détresse et localisation. Et ce traîneau était fait par un copain qui était prof de méca sup-aéro et qui était dans le composite, c'est du Kevlar avec des raidisseurs en carbone. Il fait 3 kilos. 3 kilos. Quand je suis arrivé à Resolute Bay, au nord du Canada, il y avait des Inuits à l'aéroport, donc je suis parti à l'auberge qui était là. Les Inuits reviennent de l'air inquiet. Ils disent, je suis désolé monsieur, mais le traîneau n'est pas arrivé, il n'y a que l'emballage. Et donc ça vous donne une idée, ils avaient toujours des traîneaux très lourds. Donc ça c'était la partie très moderne de mon intervention, dont la balise Argos, ça va, j'ai le temps. La balise Argos, elle ne vous dit pas où vous êtes. Elle émet un signal qui était capté au centre spatial à Toulouse, et Michel Franco, qui était à Resolute Bay, interrogeait le terminal. Et j'avais ma position, le soir à 19h, il me donnait la position de la veille. Et, enfin, je n'allais pas vite, hein, je faisais 18 km par jour en moyenne, donc je n'étais pas très perdu. Et donc Michel me disait, et moi je lui disais, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Et Michel Franco disait, le potentiomètre a bougé 3 fois, je sais que tu m'as reçu. Donc vous voyez, la qualité de la conversation était très faible.
ça a été très structurant pour moi. J'ai failli abandonner tous les jours au début et j'ai tenu. C'est ça qui m'a vraiment consolidé. J'ai résisté à toutes les tentations de l'abandon. Elles étaient nombreuses. À un moment donné, je voulais me casser une jambe, vous voyez, revenir en héros sur une civière et non pas vous rentrer, vous dites il fait trop froid. Donc j'ai voulu éviter ça, j'ai tenu. Ça a été très structurant. Et en arrivant au pôle Nord, j'étais seul, je parlais au réchaud, c'était le Saint-Sacrement, le réchaud. Sans réchaud, vous mourrez. Donc je parlais aux choses comme ça, et je me suis dit, ça va être ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté la médecine, et donc je me suis lancé dans la construction de ce bateau qui s'appelait Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui. J'ai mis cette image pour que vous voyez bien la galette que c'est. On l'a évoqué, Guy l'a évoqué tout à l'heure, 10 mètres de large, 36 mètres de long. Le principe, c'était d'échapper à l'écrasement par la banquise. Je voulais refaire la dérive de Nansen. Nansen avait dérivé à travers l'océan Arctique avec le courant de dérive transpolaire. Et je voulais refaire 100 ans après la dérive de Nansen. Et donc j'ai fait construire ce bateau qui est en aluminium, extrêmement solide. Le bordé fait 16 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment un bateau extrêmement solide et il est, à mon avis, indestructible. Et donc il a fait ses preuves. Moi, je l'ai amené en hivernage au Spitzberg en 1995-96. Donc vous voyez ces formes très arrondies qui permettent, quand il y a une compression, ça permet d'esquiver. Là aussi, j'ai bénéficié d'une chose, c'est que quand on a dessiné ce bateau, on n'avait pas beaucoup de gens qui nous faisaient confiance. Le bureau Veritas était inquiet. Et d'autres, les banquiers, les assureurs, parce qu'il fallait que j'emprunte un peu. Et j'ai eu la chance de rencontrer un copain qui était avec moi en Mathelem, parce qu'après le collège technique, j'ai fait Mathelem. Et c'est lui qui a construit mon traîneau du pôle Nord, et il me dit, écoute, c'était en 87, il me dit, écoute, donc il était prof de méca sup aéro, il me dit, on a reçu un programme Katia Aviation, ça venait d'arriver. Il me dit, cet été, il n'y a pas d'élèves, si tu veux, à l'école, à sup aéro, si tu veux, on va faire du transfert de contraintes. Et pendant l'été, on a fait du transfert de contraintes, on a fait un dossier absolument magnifique, et bien sûr, quand on a amené ça au BV ou ailleurs, il y a eu une confiance. Donc j'ai bénéficié de ce nouveau logiciel qui avait permis effectivement de simuler tout ce qu'on pouvait simuler et de faire un bateau qui a effectivement fait la dérive. Il l'a fait sous le nom de Tara. Là, vous voyez, donc, il est sorti indemne. Je connais bien ce bateau, il n'y a pas de bosse. Voilà une navigation que nous avions faite. J'ai mis cette chose-là pour que vous compreniez ce que c'est que les ice shelves. Là, on change de pôle. On est en Antarctique, donc vous avez l'Antarctique, c'est un immense glacier plat. C'est 28 fois la France recouverte par 2,5 km de glace. 28 France, 2500 mètres de glace d'épaisseur. Et donc, par gravité, ça descend, la glace descend, et elle flotte à la périphérie. Et donc, vous avez ces ice shelves, ces plateformes de glace, elles se cassent et libèrent des icebergs tabulaires, plats comme des tables. Donc, voilà comment l'Antarctique alimente, si vous voulez, un iceberg. Et cette photo, elle est intéressante. Vous voyez le trait, en fait, parce que c'était bien avant les drones. C'est une image faite, on faisait des images avec un cerf-volant. Vous voyez ? Et dans la signature, c'est la cordelette. Et donc l'appareil photo était... Hein, vous la voyez, la cordelette, là ? Voilà, on est devant, là. Et donc, on faisait des photos aériennes par cerf-volant, comme ça. On faisait des comptages animaliers sur des grandes roqueries, si vous voulez, avec une photo qu'on faisait avec le cerf-volant. Ça, c'est une autre expédition qui a suivi en 2010. Non, je me suis gouré, c'est en 2002, je me suis trompé. En 2002, mission banquise. Donc j'ai fait construire cette cahute-là, qui ressemble à un peu, c'est spatial, quoi. J'aimais cette idée. Hein ? J'aimais cette idée, là, ouais. Et en fait, elle est spéciale pour l'Arctique, c'est-à-dire qu'elle est, pareil, renforcée, de manière à ce que si elle est prise dans une compression, elle peut esquiver. Donc je suis resté là 4 mois tout seul dans cette cabane qui a dérivé avec... voilà à quoi elle ressemblait. J'étais autonome en énergie, j'avais des panneaux solaires que vous devinez, et j'avais une pile à combustible. J'avais sous les pattes un réservoir à hydrogène à 300 bars et une pile à combustible que m'avait faite Axan. Et donc il y avait une qui était à Grenoble et une autre qui était à bord. Donc j'avais des gants de chirurgien et donc on communiquait, il me disait tiens on a essayé ça, c'est un meilleur rendement. Voilà, donc je la démontais et donc j'ai bénéficié effectivement de la pile de combustible.
je voulais aussi revenir un tout petit peu en arrière sur le pôle Nord. J'ai aussi bénéficié par Saft d'une pile au lithium-ion. On en a parlé puisque les prix Nobel, vous avez entendu, les prix Nobel de chimie, hein, c'est ceux qui ont mis au point la pile à lithium-ion. Et moi, en 85, donc j'en avais une première, et en 86, j'avais une radio de 20 watts à moins 45, elle fonctionnait. Donc c'était vraiment extrêmement efficace. Donc mission banquise. Et ensuite donc, la question s'est posée de la diminution de l'épaisseur de la banquise. Avec le réchauffement climatique, bien sûr, on sait que la surface se réduit à la fin de l'été, mais l'épaisseur, comment mesurer l'épaisseur? Et donc, on a eu l'idée de traverser du Spitzberg jusqu'en Alaska avec cet appareil. Cet appareil, c'est IM, Electromagnetic Bird. C'est un appareil, quand on le déplace à 20 mètres au-dessus de la glace, il émet deux rayonnements. Un rayonnement qui est réfléchi à la surface et un rayonnement qui est réfléchi à l'interface entre la glace et l'eau. Et donc, quand vous déplacez cet appareil à 20 mètres au-dessus de la banquise, vous êtes dans l'hélico, et vous avez sur l'ordinateur, si vous voulez, l'épaisseur de la banquise, comme ça, que vous voyez en direct. Mais avec un hélico, on n'a pas... Vous le voyez, l'appareil dessous, là? Et avec un hélico, en fait, on n'a pas beaucoup d'autonomie. Tout l'idée m'est venue de me dire, mais si on faisait la traversée qu'avait faite Amundsen avec Nobilet en dirigeable. Et donc, j'ai fait construire un dirigeable en Russie. Ça, c'était une histoire. Enfin, ça, c'est une histoire dans l'histoire. Et si vous avez travaillé avec la Russie, on a des surprises. Et des surprises de calendrier, de coûts, etc. Il faut arriver avec un peu de liquide dans la poche. Et donc voilà, ça c'est dans le hangar Boussiron, si certains connaissent, à Marseille. Il y a un hangar, c'était le seul hangar qui nous permettait de rentrer et de sortir, parce il y a une porte qui est très haute sur le hangar de Boussiron. Si vous faites des dirigeables, c'est le seul hangar en France qui peut vous accepter. Voilà, donc ça c'est les entraînements à faïence, c'est dans le Var. Hein. Donc vous voyez, on a fait les entraînements avec cet appareil, l'IM Bird, qui est accroché, donc on le descendait. On avait à bord une pompe à eau de mer, parce que quand vous traversez, vous pilotez longtemps, vous allégez. Vous consommez du combustible et vous allégez, donc vous avez tendance à monter. Et donc on avait prévu régulièrement de pouvoir s'arrêter à une cassure de la banquise, pomper l'eau de mer pour remplacer, ballaster en un mot, pour remplacer le carburant. Tout ça allait bien. Malheureusement, le dirigeable a été détruit dans une tempête à faïence. Une nuit, un vent à 120 km/h est arrivé, mais brutalement. Et surtout, la température est montée de 13 degrés en 15 minutes. Et donc l'hélium, comme vous le savez certainement, l'hélium est très sensible aux variations de température. Donc le dirigeable est monté, s'est dressé comme ça et le vent l'a amené. Ça a été une grande déception, une grande tristesse. Alors je me suis dit, puisqu'on n'a pas réussi avec cette histoire de dirigeable, et si on traversait en ballon? Donc je me suis renseigné, je vous en ai parlé à Bertrand Piccard, il avait fait le tour du monde avec une rosière. Il me dit, on va étudier ça. Donc ça, c'est une étude qui a été faite, vous voyez, du Spitzberg, pôle Nord, Alaska. Il y a des vents favorables en avril. Donc on a dit, on va le faire. Donc je suis allé voir un instructeur de ballon rosière. Le ballon rosière, c'est, vous connaissez la montgolfière. La montgolfière, c'est un ballon à air chaud. Donc vous chauffez l'air qui est dans le ballon, et il faut du temps, et, il faut beaucoup de gaz, et à un moment donné, ça décolle. Et puis sans arrêt, si vous avez fait de la montgolfière, on se brûle le crâne. Il faut chauffer sans arrêt, mais vous n'allez pas loin parce que ça consomme beaucoup de gaz. Vous volez 2-3 heures. Donc on ne peut pas faire des grandes distances avec un dirigeable. D'où l'idée de la rosière, qui est un ballon hybride, mixte. Dans la poche, vous avez une grosse poche d'hélium. L'hélium emmène la charge. Et dessous, on a des brûleurs, et il suffit d'un tout petit peu de chauffe pour dilater l'hélium. L'hélium prend facilement la chaleur. Et donc, c'est comme ça, avec hélium et des petits brûleurs, qu'on arrive là. Ça, c'est au moment du départ. Au revoir. Alors, mon instructeur, il était à Amiens. J'habite à Paris. Donc, c'était le plus proche. Et donc, je vais le voir, et il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il m'avait reconnu ou connu. Je dis, vous voulez traverser le pôle Nord en ballon. Et il me dit,
est-ce que vous avez l'expérience du ballon? 2, c'est quoi? Non. 20 minutes? C'est génial. Je ne me souviens plus, pardon. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, il me demande si j'avais déjà l'expérience du vol. Je dis non. Et il me dit, mais combien de week-ends vous voulez y consacrer? Je dis, aucun week-end, mais tous les jours. Pendant 1 an, il me téléphonait le matin à 5 heures pour me dire, les conditions sont bonnes, elles ne sont pas bonnes. Donc j'ai volé, j'ai passé mon diplôme. Et donc on est parti, j'ai traversé donc Spitzberg, pôle Nord. Et vous voyez, ça c'est intéressant, ça c'est au mois d'avril. Début avril, et on voit déjà des zones de fracture, de banquise avec de l'eau libre. C'est ça qui m'a surpris dans ce vol. J'ai traversé des zones en avril, début avril, c'est-à-dire un peu la fin de l'hiver, et qui étaient déjà fracturées avec des zones d'eau libre. Et j'ai atterri, non pas en Alaska comme prévu, mais en Sibérie. Ça, c'est encore une autre histoire, où le FSB m'attendait. Et je dois à l'ambassadeur de France à Moscou d'avoir fait ce qu'il fallait pour qu'on ne me tire pas dessus, parce que j'étais en zone interdite. Et on n'avait pas demandé l'autorisation volontairement, parce que je ne l'aurais jamais eu. Et donc, si vous n'avez pas l'autorisation et que vous y allez, vous voyez, c'est beaucoup plus grave. Et donc, ça a duré 5 jours, ça a été très épouvantable, parce que les panneaux solaires, j'étais souvent bas, trop bas, parce que le vent favorable était trop bas. Bref, ça a été une aventure extraordinaire. Ça a duré 5 jours. Et la prochaine va se situer là, autour de l'Antarctique. Vous voyez, vous reconnaissez l'Antarctique, tout autour, ces spaghettis de couleur, c'est le courant circumpolaire antarctique. C'est un courant qui est alimenté en permanence par les vents, les 50e hurlants qui soufflent sans arrêt, ces vents d'ouest, qui entretiennent ce courant, qui réunit, c'est le courant de transmission, vous voyez, entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Toutes les publications, regardez ici, c'est important, 30% de la surface de l'océan, 43% du captage du CO2. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète, parce que le CO2 se dissout dans l'eau froide. Donc ça fait 22 000 km de circonférence. C'est un immense océan. On n'a pas idée. On vit dans l'hémisphère nord. Prenez la Terre avec le pôle sud devant, vous allez voir que l'hémisphère sud, c'est un immense océan. Et c'est un immense océan. Et donc, c'est 75%, si vous voulez, de la chaleur qui est captée par cet océan. Alors, comment est-ce qu'on peut aller sur cet océan? Comment est-ce qu'on peut aller sur cet océan? Parce que toutes les publications, ça y est, c'est ça, se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Donc la question, c'était quel type de bateau on peut construire, quel type de vaisseau pour rester sur les 50e hurlants dans des bonnes conditions de sécurité et de confort pour faire un tour, plusieurs saisons. Et donc, je suis parti à San Diego parce qu'il existe un bateau qui s'appelle le Flip. Merci de l'avoir lancé. Donnez-moi le pêche. Et je suis trop bavard. Et donc, on le tire, c'est un bateau qui fait 100 mètres avec un tube de 90 mètres. On le tire et il bascule. Il ne coule pas là, hein. Il bascule. Il a été construit par l'US Navy dans les années 60 parce qu'à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Et c'est un navire espion. Il y avait des hydrophones. Ils écoutaient pendant toute la guerre froide les sous-marins dans le Pacifique. Voilà. Donc, ça fonctionne. Donc, moi, je suis allé aux États-Unis, j'ai passé 2 ans avec les ingénieurs du Scripps, et nous avons fait le Polarpod, si vous voulez bien lancer le numéro 2. Non, il n'a pas coulé, il s'est arrêté à un moment donné. Voilà, alors, on est parti sur ce principe-là, d'avoir un long... Voilà. Donc, à la place du tube plein, on a mis un treillis. On va habiter dans cette zone-là. On est à 10 mètres au-dessus de l'eau. Il y aura 8 personnes dans cette cahute-là. 3 marins, 4 ingénieurs et une autre personne qui peut être moi de temps en temps. Vous voyez, on le tire en mer. On ne va pas aller vers les icebergs. On va être à 400 nautiques au sud-est de Port-Elizabeth, d'Afrique du Sud. Et une fois arrivé au point de départ, on va, dans le courant circumpolaire, on va ballaster. Il fait 100 mètres de long. Hein, ça fait 1000 tonnes. C'est un gros truc. Hein. Ce n'est pas des allumettes. Hein. Et on le fait ballaster et il va se mettre en position verticale. On aura 6 éoliennes de 3 kg
pas 3. On est totalement autonome en énergie. Le moteur principal, c'est la dérive, et l'énergie, c'est le vent. Ça, ce n'est pas un missile, c'est un AUV. Regardez surtout la personne qui est au-dessus, qui vous donne une idée de l'échelle. Ça, ce sont des sous-marins de recherche qui sont autonomes, ça permet d'élargir le territoire de recherche. Et regardez la personne qui est au bout, vous voyez, ça vous donne une idée de la taille de l'engin. Et c'est dans cette condition-là qu'il va dériver. Ça va durer normalement 2 ans, avec des relèves d'équipage tous les 2 mois. Donc je vous dis 3 marins, 4 ingénieurs et une personne de plus. Voilà, donc PolarPod, ça fait un moment que je travaille dessus. Normalement, on passe aux questions? Non, je suis dans les temps. Je suis hyper stressé, hein? Non, je rigole. Mais oui, vous avez peut-être des questions. Pas encore, donc je continue. Ah, voilà. J'aime bien ça. L'audace commence au-delà de la frontière où vous amène l'expert. Vous devez connaître ça, il n'y a que des ingénieurs dans cette boîte. C'est une assemblée de cerveaux, hein, ce soir. Et vous voyez bien, l'expert, ce n'est pas des cons, mais l'expert, il a sa norme. Et chaque fois que vous arrivez avec un truc pareil, c'est un peu la révolution quand même, quoi. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut déployer des trésors de recherche, d'études. Et aujourd'hui, c'est vrai que la recherche technologique est très fournie. Il y a une multitude de bureaux d'études qui sont là. Donc aujourd'hui, il est agréé, il est certifié Veritas, il est agréé par la marine marchande. Donc on a toutes les... On nous a classé oil and gas. Le BV nous a classé oil and gas. On dépend à la fois de l'oil and gas et de la marine. Ça complique, mais bon. Et c'est-à-dire qu'il faut une entreprise certifiée oil and gas. Les tubes font 35 mm d'épaisseur. Donc on est déjà de la soudure épaisse, donc il y a un préchauffage avec contrôle non destructif des soudures. Donc inutile de vous dire que le budget est monté. Mais bon, et ensuite le BV nous a demandé, on a fait des maquettes qui ont été essayées au bassin Ifremer à Brest, à l'école centrale de Nantes. Et quand le BV nous a dit, il faut pouvoir affronter la vague cinquantennale. Personne n'est là-bas, hein, pour dire ce que c'est qu'une vague cinquantennale. Mais enfin bon, les algorithmes, les statistiques, ils en ont sorti une qui fait 31 mètres de haut. Pas les mêmes, mais d'autres nous disent qu'il va y avoir du givrage. D'ailleurs, elle explique qu'on est entre 50 et 55 sud de dérive, on est loin de l'Antarctique, on n'est pas, etc. Donc il y a eu une étude statistique qui a été faite pour trouver la plus basse température. Ils ont trouvé moins 35. Ça, c'est pas possible. Bref, on a réussi à corriger le moins 35. Par contre, la vague cinquantennale, 31 mètres de haut, c'est pas rien. Donc, c'est une tempête qui dure 3 heures avec une période de 18 secondes. Donc, toutes les 18 secondes, vous avez une vague de 31 mètres qui passe et la tempête dure 3 heures. On verra au retour qu'est-ce qui s'est passé. Mais on a donc dû faire une maquette parce qu'il n'y a aucun bassin de carène, de bassin à vagues, qui peut faire une vague. Vous voyez, bon, et même la plus grosse qu'ils peuvent faire. Donc on a refait une maquette plus petite pour simuler. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se couche, le PolarPod, et il remonte. Ce jour-là, mais en fait, ça n'arrive pas d'un coup. Vous voyez, on a fermé les placards de vaisselle et tout. On est prêt. Et donc il se couche. Et il revient à la verticale. Donc c'est un navire qui est très confortable, et ça je peux le dire, c'est beaucoup plus confortable qu'un bateau. Si vous voulez, le principe, c'est échapper à la zone de conflit. La zone de conflit, c'est la surface. C'est là où le vent et la mer se rencontrent, et plus ça va, plus ça souffle, plus ça creuse. Mais à un certain moment, quand même, ça se stabilise. Donc si vous avez un tube, un flotteur qui descend à 80 mètres, vous êtes pris dans des eaux stables. Et à la surface, vous avez un treillis. Donc on est très peu impacté par la vague, vous voyez. Donc ce qu'il fallait éviter, c'est d'entrer en résonance avec la houle. Parce que là, 1000 tonnes qui commencent à danser avec la houle, on ne sait pas où ça s'arrête. La fréquence propre de pilonnement, ce mouvement-là, est d'une 1 minute, 60 secondes. Et la houle du Sud, elle a une période entre 20 et 22 secondes. Donc on est déphasé par rapport à la houle. Donc et ensuite, on a dû faire des études de mal de mer, puisque c'est une activité professionnelle qui va être à bord. Et donc, ça s'apparente, il y a des mouvements de lacet, comme ça s'appelle des mouvements de lacet, et le mouvement de lacet s'apparente au bruit, aux à-coups comme ça que vous avez dans le TGV quand vous allez au bar. Vous voyez ?
tout d'un coup, ça fait des choses comme ça. Ben, c'est pareil. C'est 0,3G, acceptable. Acceptable pour l'activité professionnelle. Donc, on est dans les normes aujourd'hui. Alors, j'anticipe la question, qui finance? Parce que c'est d'avoir des idées, c'est sympa, mais après, il faut les financer. J'ai commencé à travailler sur ce projet, comme je fais d'habitude, avec des partenaires privés. Donc, j'avais dans mon caddie Valouret qui me donnait les tubes, Constellium l'aluminium, International la peinture. Donc, j'avais des partenaires. Et je fais des présentations. Et, parce qu'attendez, quand j'ai travaillé aux États-Unis, l'ambassadeur de France à Washington m'a fait organiser des tours aux États-Unis parce qu'il a trouvé ça. Il m'a dit, écoutez, moi je suis ambassadeur de France, c'est le béret, la baguette, les parfums, la mode, le vin, General Ball. Et là on a un truc. Et donc il m'a organisé un tour dans 10 grandes universités. Donc je suis revenu en France avec des lettres du MIT, de Georgia Tech, de Caltech, de Scripps, de la NOAA, de la NASA. Donc il m'a fait vraiment. Et donc je suis revenu ici, on dit qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi. Et donc Ségolène Royal a trouvé ça magnifique. Elle avait raison, elle était ministre de l'Environnement et de la Mer. Elle me dit il faut en faire un grand projet national. Et donc elle me dit je pense que l'État va financer la construction. Et là je me suis dit j'ai gagné. Pas encore. Enfin, elle avait une bonne volonté, elle a été très très offensive, très active. On a fait une convention tripartite, on était sur le point, mais elle est partie avant de signer. Bref, mais bon, elle a laissé à Nicolas Hulot qui m'a donné son accord, et puis de Rugime, je suis au 4e ministre de l'Environnement, puisque une part importante du budget vient du ministère de l'Environnement, et l'autre part vient du CGI qui a changé de nom, Commissariat Général d'Investissement, les PIA. Donc une partie vient du PIA, une partie du ministère de l'Environnement et une partie privée. C'est ce qui me concerne. Moi, l'investissement, c'est l'État et l'exploitation pour cette expédition, ce sont des financements privés et c'est le travail auquel je m'applique, si vous voulez, pour réunir les fonds pour faire l'expédition elle-même. Aujourd'hui, c'est 43 institutions de recherche, c'est 12 pays. On va fonctionner comme la station spatiale où il y a beaucoup de capteurs et peu de monde, vous voyez. Et les Américains l'appellent The POD Project. POD, P-O-D, Polar Ocean Data. On va être une plateforme d'acquisition de données. On va mettre en open source en temps réel cet océan qui est quand même assez méconnu parce que les missions sont loin, sont coûteuses et il n'y en a pas beaucoup. C'est bon? Je regarde. Merci, merci. Merci, c'est très émouvant. Merci. Donc, si vous avez des questions. Alors, si vous voulez embarquer, il faut être marin de la marine marchande. Il y aura 3 officiers et 4 ingénieurs qui ont l'expérience de faire marcher des capteurs. Il y aura beaucoup de capteurs. Donc je fais la première question. Qu'est-ce que vous allez y faire? Donc je réponds. Première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure en entrée, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc vous comprenez qu'il joue un rôle essentiel pour le climat. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. La photosynthèse du phytoplancton. Il y a des blooms planctoniques dans le secteur. C'est quand l'océan est vert de plancton et le plancton, par la photosynthèse, donc capte le CO2. Ça, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique. Et le CO2 se dissout dans les eaux froides. Donc c'est ce qu'on appelle la pompe physique et qui est propre à cet océan, effectivement, qui est constitué essentiellement d'eau froide. Donc nous allons mesurer la capacité de cet océan à absorber le CO2 et nous allons le faire en continu pendant 2 ans, donc 2 fois les 4 saisons. Ça, c'est une mesure que l'on n'a pas, qui est inconnue. Quelle est la performance de cet océan? On sait que c'est un acteur du climat,
mais quelle est sa performance? Ça, c'est la première chose à laquelle nous allons répondre. Deuxièmement, à 80 mètres sous l'eau, vous avez le silence. Et là, comme les Américains, on va mettre des hydrophones et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Aujourd'hui, on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et donc, en acoustique passive, on fait un inventaire. Moi, j'ai déjà fait des inventaires de faune dans le sud, aux jumelles, si vous voulez, vous suivez les piafs comme ça, puis les trucs, au moment on est malade, et puis le brouillard arrive, ça s'arrête, la nuit, ça... Là, on va le faire en permanence, vous voyez. Donc ça, c'est un... Troisièmement, nous avons une demande des agences spatiales de valider les mesures satellites. Les satellites ont besoin de ce qu'on appelle le ground truth, la vérité terrain. Qu'est-ce qui se passe au sol pour calibrer la mesure du satellite? Ça, c'est la troisième. Et enfin, quatrièmement, on va prendre des échantillons pour voir l'impact des activités humaines. Qu'est-ce qu'on trouve en solution dans la mer? Donc, ce sont les quatre principaux, là. Donc, le financement de l'État, donc le financement de la Conseil de l'État, j'ai oublié de dire, Ifremer est maître d'ouvrage. Hein, c'est Ifremer qui est maître d'ouvrage, qui va s'occuper de la construction, suivi, etc., et qui me le mettra à disposition pour l'expédition. Oui? Avec tous les vols que vous avez faits, les vols en ballon, à votre avis, à quelle vitesse l'épaisseur de la calotte glaciaire diminue? Alors, vous me parlez de l'Arctique, là, hein? Oui. D'accord. Alors, l'Arctique, c'est une banquise. Juste une correction de vocabulaire. La calotte, c'est le Groenland et l'Antarctique. Ce qu'on appelle une calotte, c'est un immense glacier plat du Groenland et de l'Antarctique. Au nord, c'est la banquise, donc c'est une glace de mer qui fond. La surface, on le voit, c'est assez rapide. Ce qui fond, c'est la glace pluriannuelle, parce que tous les ans, la glace se forme. C'est l'hiver, il fait froid, la banquise se reforme, mais la jeune banquise fait 1 mètre, 1 mètre 20, vous voyez, d'épaisseur. Avant, moi, quand je l'ai fait en 86, elle faisait entre 1 mètre 80 et 2 mètres en 86. Donc, elle régresse en épaisseur, elle régresse en surface. L'Arctique est la région la plus touchée du globe, parce que ça change de couleur. Vous avez davantage d'eau libre sur la mer, hein, parce que ça regèle moins. Et donc, tout ce qui est, vous le savez très bien, tout ce qui est foncé capte le rayonnement électromagnétique. Et donc, la surface de l'océan se réchauffe et, par proximité, fait fondre la banquise. Donc, et tout autour, le permafrost, le pergélisol en français, qui est cette zone, la Sibérie, le Canada, qui sont gelés en permanence, sont recouverts de neige. Donc il y avait un albédo puissant. On est en train de diminuer considérablement l'albédo à la fois sur la Terre périphérique et sur l'océan. Donc l'Arctique capte de plus en plus le rayonnement électromagnétique du Soleil et donc se réchauffe. Il y a des endroits où la température moyenne en 70 ans a monté de 4 degrés. C'est surprenant à la vitesse à laquelle ça va. Alors la fonte de la banquise ne fait pas monter le niveau de l'océan, parce que c'est de la mer qui gèle, qui fond, qui gèle, qui fond. Ça n'amène pas de l'eau à l'océan. Par contre, les glaciers de nos montagnes, les calottes du Groenland et les calottes de l'Antarctique, quand elles fondent, effectivement, amènent des glaciers d'eau douce à la mer et font monter le niveau. Actuellement, le niveau de la mer monte de 3,2 mm par an. C'est une valeur moyenne à la surface de la planète qui nous est donnée, bien sûr, par les satellites altimétriques. 3,2 mm par an, c'est la montée moyenne de l'océan. Pour 2 raisons. Ça se dilate, l'eau chaude de surface se dilate, et bien sûr, il y a l'apport d'eau des calottes polaires et des glaciers. Oui ? Merci Jean-Louis pour c'est magnifique. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. J'ai quelques questions à vous poser. On a vu dans l'Amazonie que ça brûlait. Quelle peut être la menace du puits de carbone de l'Antarctique? Est-ce qu'on a des raisons d'espérer que ça pourrait peut-être renforcer les dégâts qui sont faits au nord? Peut-être que ça peut les compenser au sud. Est-ce qu'on a une raison d'espérer que ça ne soit pas notre dernier bon repas entre amis? Non, je ne sais pas si vous avez entendu sur France Inter notre ancien ministre Guy Cochet. Ça y est, il pense qu'en 2030, à 5 années près, c'est foutu. Il est très très pessimiste, le pauvre. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais bon, si on s'arrête, vous voyez ce que je veux dire? Si on s'arrête, bien.
L'Amazonie, si vous voulez, le problème, ce n'est pas, si vous voulez, une forêt mature comme la forêt amazonienne n'est pas un puits de carbone. La forêt mature n'est pas un puits de carbone. Elle consomme le CO2 pour sa photosynthèse et produit de l'oxygène, mais elle se nourrit elle-même pour régénérer les arbres qui meurent, etc. Et par contre, l'arbre, c'est un... Comment vous dire, je viens de terminer un livre sur l'arbre qui m'a été commandé par un éditeur. Je suis rentré dans les fonctions de l'arbre. C'est prodigieux. Et je l'ai appelé « Aux arbres citoyens ». Je l'avais appelé « L'arbre et l'avenir de l'homme ». Et un soir, on était une équipe, je suis à la table de Tabarly, là. Et on était une soirée avec Philippe Poupon, Titouan Lamazou, on fait les copains de Penduixis. Et chacun disait, toi, qu'est-ce que tu deviens? Je leur dis, moi, je viens d'écrire un livre sur l'arbre, comment il s'appelle? L'arbre et l'avenir de l'homme. Ça va ému personne. Et en partant, je leur dis, salut les gars, aux arbres, hein, citoyens. Putain, c'est ça le titre, il me dit. Et donc, j'en parle à l'éditeur, il m'a dit, c'est bon. Donc, ça va sortir la semaine prochaine. L'arbre, qui sait, moi, peut-être vous le savez, mais je l'ai découvert, un bon chêne de chez nous transpire 250 litres d'eau par jour. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'étais sur le cul. Une forêt de hêtres, 1 hectare de forêt de hêtres, 25 tonnes par jour. La forêt amazonienne libère par hectare 40 tonnes d'eau. Si vous voulez, c'est une pompe qui fait monter la sève. Et c'est la transpiration d'en haut, c'est une mécanique. Si vous voulez, la sève pour nourrir tout, ça commence par les racines, par osmose, ensuite par la capillarité dans une partie du tronc, et puis ensuite par la transpiration. Et ça fait monter la sève jusqu'au bout avec les sels minéraux, tout ce qu'il faut, si vous voulez. Le privilège des plantes, c'est d'être autotrophes, c'est-à-dire elles se nourrissent, les plantes, là où elles ont élu domicile. Et là où elles ont élu domicile, c'est qu'elles vont trouver ce qu'il faut. Elles vont trouver les sels minéraux et l'eau dans les racines, elles vont capter le soleil, si vous voulez, pour faire, avec le gaz carbonique, faire du glucose dont elles vont se nourrir et se développer, et nous libérer l'oxygène. Et cette transpiration, il y a au-dessus de l'Amazonie, un des problèmes, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les rivières flottantes. Les gens qui étudient les échanges hydriques au niveau des grandes forêts comme ça, il y a ce qu'on appelle les rivières flottantes. Ils ont des tours comme ça, ils voient effectivement de la vapeur d'eau. Enfin, l'arbre est quelque chose, c'est le couvert et le gîte de la biodiversité, et je suis sûr que c'est le futur de la réhabilitation entre la nature et l'agriculture. Là, vous m'avez amené en forêt, je vous ai répondu sur... J'ai passé 8 mois avec l'arbre. C'est passionnant. Oui. La ultima, la dernière. Je répondrai brièvement. Le Polarpod va faire combien de fois le tour de l'Antarctique? Moi, je me suis engagé à financer le premier tour, ça va durer 2 ans. Et vous vous attendez à voir des choses qui varient surtout en fonction des saisons ou en fonction de la longitude? Je vous le dirai en revenant. Merci. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas.